Tu évoques ta famille, et puis tu évoques ce moment bouleversant de juillet 1942, c'est ce qu'on appelle la rafle. Et c'est ce moment que tu vas nous décrire, et tu vas nous parler à partir de ce que tu dis habituellement sur une place au Mans, lorsqu'on fait mémoire précisément de la rafle. Cet après-midi, tu auras un temps privilégié avec un certain nombre de lycéens, mais pour tous nos amis, ce matin, tu as accepté, je t'en remercie infiniment, de nous donner ton témoignage. Je sais combien pour toi c'est toujours un moment de profonde émotion d'évoquer ce que tu as vécu. Et on a une pensée évidemment pour ton ami Joseph Kogan, avec qui tu as vécu ces moments si difficiles et cette aventure bouleversante que tu nous partages. En tout cas, merci à toi. Suis-je audible? Oui. Mesdames, Messieurs, je vais d'abord avoir un petit sourire. J'espère que le héros ne va pas vous décevoir. Voilà, je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Joseph Hessemann, né le 19 juin 1931 à Paris, rue des Abbesses, de nationalité française, de race humaine ni supérieure ni inférieure, et membre de l'humanité. Mon ami Christophe Le Sourd m'a demandé de venir lire devant vous le discours que je prononce chaque année à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, que j'ai vécu avec mes parents et mes deux sœurs le 16 juillet 1942, j'avais 11 ans. En déclenchant la rafle du Veldiv, l'État français commettait l'irréparable en participant à la pire des choses qui soit, le crime contre l'humanité, le génocide, la Shoah en hébreu. Le Larousse dit génocide, extermination systématique d'un groupe humain, national, ethnique ou religieux. Je dis ça parce que quelquefois je suis très choqué d'entendre qu'on utilise génocide alors qu'il s'agit de victimes de guerre. Durant l'occupation allemande, le 16 juillet 1942 fut la journée la plus dramatique pour les Juifs. Toutes les administrations apportent leur concours, douane, police, gendarmerie, etc. Le thème est « Il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Quelqu'un exprime ce que tous ressentent. Je suis blessé en tant que Français de l'insulte que l'on me fait en tant que Juif. Dès l'aube, les policiers tirent du sommeil des familles hébétées. Des milliers de groupes circulent dans Paris. Ils sont composés de 5 à 8 personnes, 2 policiers et 5 à 6 civils, hommes, femmes et enfants, portant l'étoile jaune. 4500 policiers français par équipe de 2, l'un en tenue, l'autre en civil, sont chargés de l'opération. Quelqu'un demande « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Rien, ils sont juifs, ils n'ont plus le droit de vivre. Et les enfants non plus? Oui, les enfants non plus. Le bilan final de la rafle du 16 juillet 1942 à Paris et la région parisienne est de 13 152 arrestations, dont 4 151 enfants. Tout ce monde est rassemblé au Vélodrome d'hiver, aujourd'hui disparu. Les autobus parisiens se chargent du transport. Les conditions d'hygiène et d'internement sont insupportables. Une clameur de fond incessante, cris de femmes et d'enfants qui hurlent jour et nuit. La situation sanitaire se dégrade rapidement. Les malades sont évacués sur des brancards. Dans un acte de désespoir, une femme se jette du haut des gradins, ce qui provoque une tension extrême, terriblement angoissante. C'est l'enfant de 11 ans qui me parle.
Cet enfermement intolérable va durer du 15 au 19 juillet. Il fait une chaleur torride, le manque de boissons et de nourriture se fait cruellement sentir, car rien ne sera distribué au cours de ces 4 jours. Puis le 19 juillet, le Veldiv est vidé de tous les internés. La traversée de Paris se fait en autobus vers la gare d'Austerlitz. Ce sera alors un interminable voyage en wagon à bestiaux, surchauffé, laissant passer un minimum d'air et de lumière. Chevaux en long 8, hommes 40. Nous sommes peut-être 200 par wagon, avec une tinette par wagon. Parti le matin, le train n'arrivera que le soir après avoir parcouru une centaine de kilomètres. Un convoi se dirige vers Pithiviers, un autre vers Beaune-la-Rolande, 2 camps d'internement dans le Loiret. Arrivé à la gare de Beaune-la-Rolande, un long convoi d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards s'étire interminablement et traverse le village pour se rendre au camp. Après quelques semaines d'internement, arrive le jour de la déportation, dont le but est la solution finale. La dernière journée au camp de Beaune-la-Rolande fut la plus effrayante, la plus angoissante pour tout et surtout pour les enfants. Dès l'aube, Je vais mettre mes lunettes. À 94 ans, tu es autorisé à mettre tes lunettes. Merci. Dès l'aube, chacun passe dans la baraque des fouilles devant de jeunes miliciens qui doivent s'assurer et vérifier que personne n'a gardé de valeur ou d'argent ou autre. Les montres, les bagues et autres bijoux sont retirés. Les boucles d'oreilles sont brutalement arrachées avec le bout de l'oreille si ça ne vient pas assez vite. Malheur à ceux ou celles qui ont caché quelque chose, ils seront matraqués à tour de bras par les miliciens haineux. Nous sommes en rang dans la cour du camp depuis le lever du soleil, au mois d'août, qui monte jusqu'à devenir brûlant, sans boire, ni manger, ni faire ses besoins, pendant 10 à 12 heures, jusqu'à ce que, en fin d'après-midi, arrive dans le camp un groupe de soldats allemands en armes, accompagnés d'un officier de haut rang au vu de son uniforme rutilant. Ce sont les premiers et les seuls Allemands que nous voyons dans le camp. Ils viennent dire au commandant du camp que Berlin n'a pas donné son accord pour que soient déportés les enfants, comme l'a décidé le gouvernement français. Les enfants retournent donc dans l'enceinte du camp, avec la promesse qu'ils rejoindront leurs parents rapidement, cela sans doute pour éviter des réactions trop violentes, incontrôlables. Cette opération terminée, arrive l'ordre de prendre le chemin de la gare. Et c'est alors que se déroulent des scènes insoutenables que, aujourd'hui encore, j'ai peine à les évoquer et que je pleure en les revoyant. Ces enfants, dont mes 2 sœurs, hurlent leur détresse, leur chagrin. Ce moment est d'une intensité que je ne trouve pas les mots pour la décrire. Et les mères qui se battent, les pères et les grands-parents qui crient, les frères et sœurs qui hurlent, car certains partent alors que d'autres restent. Et ce sont des milliers d'êtres humains qui, dans ce chaos apocalyptique, se débattent, hurlent et souffrent. Comment décrire ce déchirement qui dure et qui n'en finit pas? Enfin, le convoi quitte le camp pour la gare, et après l'enfer que nous venons de vivre, un silence de mort s'abat sur le camp. Silence assourdissant, oppressant, angoissant, insoutenable.
quand ou ne restent que des enfants hébétés, épuisés, octant leurs dernières larmes et leur immense chagrin inconsolable. Plus de 11 000 enfants ont été déportés de France de 1942 à 1944 et assassinés à Auschwitz. À cet instant précis, comment ne pas être inondé d'une immense détresse à la pensée de ce train de la mort qui quitte la gare de Beaune-la-Rolande? Il va rouler 3 jours et 3 nuits dans des conditions inhumaines, emmenant ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, ma propre famille, vers une funeste destination. Détail de l'histoire, diront certains. 3 camps tristement célèbres en France, Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où sont internés des milliers d'enfants sans parents. Avant le film La Rafle, cette indescriptible tragédie de ces enfants abandonnés à eux-mêmes devait être peu évoquée. Peut-on imaginer spectacle plus déchirant que ces petits êtres hier dans la chaleur de l'amour familial et aujourd'hui devenus loques encombrantes dont personne ne veut, inutiles. Ces enfants qui n'ont pas encore vécu et dont l'extermination sera la délivrance. Il me faut rendre un vibrant hommage à la population française non juive, juste parmi les nations, et tout particulièrement sartoise, par son courage et malgré une propagande anti-juive virulente, appelant à la haine par tous les moyens de communication de l'époque, journaux, radio, cinéma, affiches. De tous les pays occupés par les nazis, c'est en France qu'il y a eu le moins de déportés, à l'exception du Danemark et de la Norvège, dont la densité de population juive était très faible. Et ce, malgré le gouvernement de Vichy, complice de l'occupant nazi. Si seulement, entre guillemets, 75 721 juifs ont été déportés de France, soit 25% de la population juive, cela signifie que 75% ont été sauvés et n'auraient pu l'être sans l'aide active de la population française non juive. Il faut aussi souligner avec insistance la participation active de hauts dignitaires de l'Église, notamment à Toulouse, Montauban et Lyon, et aussi le travail magnifique de congrégations religieuses qui ont sauvé des milliers et milliers d'enfants juifs. J'exprime au passage ma reconnaissance émue aux 2 gendarmes qui nous ont aidés au cours de notre évasion. Parce que je me suis évadé. Mon copain Joe et moi. Dans l'uniforme détesté, il y avait aussi 2 résistants, 2 hommes de cœur. En France, 75 721 juifs ont été arrêtés et, pour la plupart, déportés directement à Auschwitz, en Pologne. Un voyage interminable, inhumain, puisqu'à l'arrivée, à l'ouverture des wagons plombés, de nombreuses personnes mortes d'épuisement s'écroulent sur les quais, surtout des enfants. 43 441 déportés français ont été ainsi gazés dès leur arrivée. À peine arrivés, vite, on se déshabille, vite, on s'entasse dans des soi-disant salles de douche qui sont en réalité des chambres à gaz. C'est l'asphyxie, l'agonie et le four crématoire. Pouvez-vous imaginer un instant ces milliers de corps, d'hommes, de femmes, d'enfants asphyxiés, sans vie, ces amas de cadavres enchevêtrés, insoutenables images? Les autres vont mourir à plus ou moins brève échéance, de faim, de froid et d'épuisement,
de maladie et des conséquences d'expériences annoncées comme étant médicales. C'est la fin. Il n'y aura que 2564 survivants, dont 25 de la rafle du Veldiv. Aucun enfant arrêté lors de la rafle et déporté n'est revenu. On peut considérer que ce sont les enfants qui ont payé le plus lourd tribut, qu'ils aient été assassinés ou enfants cachés. En tout, 86 convois quittent le sol de France. Le premier le 27 mars 1941, le dernier le 22 août 1944 de Clermont-Ferrand, alors qu'une partie de la France est déjà libérée. 6 millions d'êtres humains, dont 1,5 million d'enfants, seront exterminés par les nazis lors de cette guerre parce qu'ils étaient juifs. Le pire crime contre l'humanité qui n'ait jamais existé. De cette tragédie, il appartient aux historiens, c'est vous que j'ai entendu, de faire leur travail et aux survivants de faire le leur, de témoigner. Nous, les victimes, nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons jamais. La République française a repris ses droits. Le gouvernement et toutes les administrations réalisent ensemble un travail remarquable, notamment l'éducation nationale, pour informer et éduquer. Leur but est plus jamais ça. Nous sommes de nouveau régis par ce qui fait notre fierté, nous Français, liberté, égalité, fraternité. Certes, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie existent toujours, alors que les êtres de bonne volonté veulent la même chose. Les religieux disent « aimez-vous les uns les autres ». Les laïcs prônent la tolérance. Même combat, même idéal. Enrichissons-nous de la culture des autres, ne la rejetons pas. Au nom de tous les hommes de bonne volonté, laïcs, religieux, athées, chrétiens, musulmans, juifs et tous les autres, épris de justice et d'équité, œuvrons dans cette voie, soyons vigilants, ne baissons pas les bras. Les événements actuels prouvent que le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Puisse, à notre pays que j'aime et que je respecte, ne plus jamais connaître une telle infamie, et comme je le dis aux élèves devant lesquels je prends la parole et je témoigne, à un moment donné de votre vie, n'acceptez pas l'inacceptable. Merci. Cher Joseph, une indication donc pour les lycéens et les post-bac. Donc Joseph, dans son livre, dans le film La Rafle, donc sachez-le, Joseph avec son autre ami Joseph Kogan se sont évadés, et c'est ce qui faisait dire tout à l'heure à Serge Klarsfeld que notre Joseph est un héros. La façon dont il a, à 11 ans, organisé son évasion, c'est vraiment tout à fait bouleversant. Donc ça mérite d'être connu, d'être partagé. Est-ce que tu acceptes une ou deux questions? Oui, bien sûr. Bien voilà, sûr. Merci à toi. Oui, je voudrais... Bien fort les questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, nous avons eu l'hommage de vous rencontrer également à Rennes le 10 juin 2024 au théâtre, parce que je voudrais signaler qu'il y a une pièce de théâtre, du spectacle vivant, Le Passeur de mémoire, oui, qui a été donné pour la première fois à Rennes, oui, à l'invitation du groupe Jules Isaac. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés,
il y a une compagnie de théâtre, Tisseurs de temps. Hein, vous tapez sur Internet Tisseurs de temps, et cette compagnie de théâtre, qui est une compagnie rennaise, est à votre disposition pour venir donner un spectacle vivant dans les lycées, dans les établissements de toute la France. Hein. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'était vraiment un spectacle, j'allais dire, alors il est déconseillé au moins de 12 ans, hein, voilà, hein. Donc c'est plutôt pour les lycéens, hein, et les adultes bien sûr, mais comment Joseph est venu, et ça a été vraiment, la salle était comble, et vraiment c'était, c'est vraiment quelque chose, je pense que ça complète bien ce que disait Serge Kalfel, un héros bien sûr, mais un passeur de mémoire, et je pense qu'on est en plein dans le... Merci beaucoup, s'agissant de la transmission de la mémoire, il faut le dire, tu passes beaucoup de temps pour rencontrer les jeunes générations, et du reste, pour te rendre hommage, il y a un collège au Mans qui porte ton nom. C'est vrai. Mais je voulais dire quelque chose. Ceux qui vont avoir la chance de lire mon livre, parce que beaucoup se posent des questions. Quand le film a été fait, moi j'avais jamais raconté ma vie, et quand le film a été fait, je suis Besplay, j'habite Le Mans, alors les gens m'interpellaient dans la rue, mais vous êtes Monsieur Westman? Oui. Joseph, oui. Et alors, et après? Mais j'ai dit, attendez, comme je ne peux pas vous raconter qu'est-ce qui s'est passé après. Et sur le banc, comme ça, sur le coin du banc, vous vous rendez compte, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de... Parce que les gens se sont dit, ces deux gosses, la déportation, après la déportation, ils s'évadent tout de suite après. Ils ont 11 ans. Nous sommes en 42. Il faut survivre jusqu'au 8 mai 45. Comment ont-ils pu survivre sans argent, sans parents, sans rien? Et le livre, justement, s'appelle « Après la rafle ». Et c'est pour ça que ceux qui se posent des questions, parce qu'on peut se poser des questions, moi-même je m'en pose aujourd'hui à 93 ans, je me dis comment ces deux gosses ont-ils pu se débrouiller. Et moi je le sais. Voilà. Autre question? N'hésitez pas à poser des questions à Joseph. Oui. Bon, je voulais pas. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de visiter le CERCIL à Orléans, qui est formidable. Il y a beaucoup de témoignages, notamment de jeunes femmes de la région qu'on avait mobilisées pour aider les enfants, plus ou moins infirmières, et c'est bouleversant. Est-ce que vous avez pu retrouver ou essayer de retrouver certaines de ces personnes? Et puis ceux qui n'ont pas été au CERCIL, allez-y. Écoutez, je suis allé au CERCIL, ils me connaissent, je les connais, mais non, je n'ai rien retrouvé. Rien. Alors, une dernière question. Oui. Ah, alors deux. Alors, allez-y. C'est une question, mais en fait, c'est une question assez générale. Vous avez parlé justement de la désinformation et des médias qui avaient cultivé l'antisémitisme sous l'égide, bien sûr, du gouvernement de Vichy et des nazis qui avaient pris le pouvoir en France. Mais actuellement, il y a aussi des désinformations. Là, on entendait tout à l'heure Serge Klarsfeld qui parlait justement de la montée de l'antisémitisme et d'Israël. Et il y a des désinformations. Comment peut-on faire pour que... Je pense aux jeunes surtout, c'est pour ça que c'est cette question que je voulais poser à Serge Klarsfeld. Comment peut-on faire pour que les jeunes puissent s'informer autrement que dans des médias qui vont dire la moitié des choses ou qui vont déformer les choses? C'est tellement important, c'est tellement essentiel. Et ça va avec le problème d'archives et de... Madame, c'est pas moi qui ai parlé de ça, mais de toute façon, je vais beaucoup vous décevoir. Je ne me sens pas qualifié pour vous répondre. C'est un sujet immense. C'est un sujet qui mérite d'être travaillé avant de pouvoir y répondre, parce que c'est vrai qu'il est très préoccupant. Alors, une dernière question? Oui. Merci pour votre témoignage exceptionnel. Il y a des pays catholiques comme la France, protestants, hindous, musulmans, orthodoxes. Il est vital, éternellement, qu'il y ait un pays juif, qu'il y ait Israël. Mais ma question, est-ce que vous sauriez dire quelle est votre conviction? Pourquoi l'antisémitisme existe-t-il? Qu'est-ce qui gêne chez la figure du juif? Est-ce que c'est peut-être
est-ce que c'est la loi, la loyauté, et que l'idée qu'il y ait de loi puisse gêner beaucoup dans l'histoire? Pourquoi l'antisémitisme à votre avis? Dernière question, pourquoi l'antisémitisme? Donc, voilà, habituellement, on dit vous avez 3 heures. Mais là, c'est pas ton cas. J'aimerais bien savoir. Ceci étant dit, le développement de l'antisémitisme, il est actuellement activé par des gens qui sont des terroristes, puisque c'est le Hamas, le Hezbollah, qui veulent la disparition de l'État juif. Ils ne veulent pas de juifs dans cette région-là. Et ils ont dit, c'est le Hamas qui a déclaré la guerre à l'État d'Israël le 7 octobre, et qui a dit nous nous arrêterons quand le dernier juif sera noyé dans la Méditerranée. Ça n'est pas, pour moi, c'est pas de l'antisémitisme, ça, il y a plein de choses là-dedans. Il y a aussi des intérêts financiers considérables, car il faut savoir que tous ces gens qui gravitent autour du Hamas, du Hezbollah, sont immensément riches. Ça remue énormément d'argent en provenance des États arabes, etc. C'est tellement confus. Je ne pense pas que ce soit une guerre de religion. Encore qu'il y en a une partie, certainement. C'est tellement complexe, tellement confus. Moi, je ne vous cache pas que je suis tous les jours là-dedans, que j'y réfléchis tous les jours, et ça m'amène des nouvelles pistes, mais je ne trouve aucune réponse valable. Merci beaucoup, c'était la dernière question. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci.